Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de programmation objet en C#. Alors, premier point, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'un objet ? Eh bien, un objet en informatique, c'est tout à fait comme un objet dans la vie courante, c'est-à-dire un truc, un bidule, une chose, par exemple un chat. Et donc, un objet dans la vraie vie comme en informatique possède des caractéristiques. Pour un chat, ça peut être la couleur de son pelage, son nom, son nombre de pattes. Et un objet peut adopter des comportements, peut faire des choses. Pour un chat, ça peut être miauler, manger, dormir, ronronner. Donc j'insiste, un objet en informatique, c'est vraiment comme un objet que l'on trouve dans la vraie vie. Et donc, à partir de là, qu'est-ce qu'une classe ? Eh bien, une classe, ça va être un ensemble d'objets du même type. Donc, une classe est un nouveau type de données. Donc, en informatique, on va pouvoir avoir le type chat. Comme on a le type int, le type double, eh bien, on va pouvoir créer d'autres types comme le type chat ou le type voiture. Et donc, à l'intérieur de ce type de données, on va regrouper à la fois les caractéristiques de l'objet. Dans le jargon, on parle d'attributs. Donc, au niveau de la classe chat, on va regrouper toutes les caractéristiques que possède un chat, son nom, son nombre de pattes, sa couleur. Et à ceci, on va également ajouter les comportements que possèdent les objets de cette classe. Dans le jargon, on parle de méthode. Donc dans la classe chat, on va modéliser le fait qu'un chat puisse miauler, qu'un chat puisse ronronner ou qu'un chat puisse manger. Donc vous voyez, ces deux éléments, caractéristiques, comportements, vont être en quelque sorte encapsulés dans un même sac, dans ce type de données qu'on appelle une classe. Et donc, à partir de la classe, on va être capable de donner vie à des objets de cette classe. Donc, une fois qu'on aura créé la classe chat, on va être capable de créer le nombre de chats qu'on veut. Et dans le jargon, on parle d'instanciation. Créer un objet, on dira plutôt instancier un objet. C'est pour cela que beaucoup n'hésitent pas à comparer une classe à une usine ou à un moule. Par exemple, notre classe chat, ça va être une usine permettant de créer des chats. Ou alors notre classe chat, ça va être un moule permettant de créer des chats. Donc au niveau de la classe, on dit ce qu'est un chat et ensuite on va pouvoir créer autant de chats que l'on veut. Alors comment écrit-on ça en C#? Donc on a un mot-clé, le mot-clé classe. Et derrière, on met le nom de la classe que l'on choisit librement. Bien entendu, il faut que le nom de la classe soit parlant. Et puis, entre accolades, eh bien, on va indiquer les attributs de la classe, donc les caractéristiques des objets de cette classe, et puis les méthodes, c'est-à-dire les actions que peuvent réaliser les objets de cette classe. Sous Visual Studio, généralement, une classe est déclarée dans un fichier à part, un fichier qui a le nom de la classe. Donc, par exemple, notre classe chat va être déclaré dans un fichier qui s'appellera chat.cs. Que sont les membres d'une classe ? Alors ça reprend un petit peu ce qu'on a déjà dit. Les membres d'une classe, ça va déterminer les caractéristiques des objets de la classe, que ce soit des attributs, voire même des constantes. Donc par exemple, pour la classe chat, on peut avoir la constante nombre de pattes qui sera égale à 4, puisqu'un chat a toujours 4 pattes. Et puis, on va également trouver les fonctions de cette classe. Alors, ça peut être les méthodes, c'est-à-dire les comportements que peuvent adopter, par exemple, un chat. Mais ça va être aussi ce qu'on appelle les constructeurs. Les constructeurs, ça va être le bout de code qui va permettre de donner vie, de construire un objet de la classe. Donc, le constructeur chat va nous permettre de créer des chats. On verra également plus tard dans le cours qu'on va être capable de gérer des propriétés. On peut également créer des opérateurs. Par exemple, on va pouvoir créer un opérateur qui va pouvoir tester l'égalité de deux chats. Donc dans ce cas-là, il faudra dire qu'est-ce qu'on considère quand on dit que deux chats sont égaux. Est-ce que deux chats sont égaux parce qu'ils ont la même couleur de pelage ou alors parce qu'ils ont le même âge ? Bref, on peut redéfinir les opérateurs que l'on utilise classiquement, mais adaptés aux classes. Alors au niveau de la programmation orientée objet, il y a un principe qui est fondamental, c'est le principe d'encapsulation des données. L'idée, c'est de cacher le plus possible le fonctionnement interne de la classe pour
ne laisser apparaître à l'utilisateur de la classe que les éléments utiles. Un exemple typique, c'est le cas d'une freinage pour une voiture. Quand on vous a appris à conduire une voiture, à un moment donné, on vous a dit, pour freiner, il faut appuyer sur la pédale du milieu. Et puis, je ne pense pas qu'on vous en ait dit plus. Je ne pense pas qu'on vous ait dit, quand on appuie sur la pédale de frein, eh bien, ça envoie de la pression dans le mètre-cylindre, ce qui va envoyer du liquide de frein au niveau des étriers qui vont serrer le disque de frein, et donc qui vont permettre que l'énergie cinétique du véhicule se dissipe en chaleur. Tout ça, on ne vous l'a pas dit, parce qu'au final, vous, en tant que conducteur, ça ne vous concerne pas. Vous, ce que vous souhaitez, c'est freiner. Donc, on vous a dit, pour freiner, il faut appuyer sur la pédale du milieu. Au niveau des classes, c'est pareil. Le fonctionnement interne de la classe, la tambouille de la classe, le code de la classe, eh bien ça, on va le cacher le plus possible à l'utilisateur de la classe. L'utilisateur de la classe chat, par exemple, lui, ce qu'il voudra faire, c'est créer des chats, faire que ces chats miaulent, etc., etc. Mais comment un chat miaule-t-il ? Eh bien, l'utilisateur de la classe chat n'a pas besoin de le savoir. On va lui cacher. De la même manière, les attributs de la classe chat, pareil, on va les cacher le plus possible, de manière à ce que l'utilisateur n'y accède pas directement, afin que l'utilisateur ne fasse pas de bêtises. Par exemple, cacher l'attribuage, eh bien, ça évite que l'utilisateur y accède directement pour mettre un âge aberrant. Par exemple, un âge égal à -5. Tout le monde sait qu'un chat ne peut pas avoir -5 ans. Couleur pelage, pareil. On ne va pas permettre l'accès direct à l'attribut couleur pelage, pour éviter par exemple que l'utilisateur mette une couleur de pelage égale à vert. Un chat vert, ça n'existe pas. Donc vous voyez, vraiment offrir une interface épurée à l'utilisateur de la classe. Ne lui faire voir que ce qui est important à ses yeux. Et le reste, la tambouille d'arrière-cuisine, on la cache. Alors quel est l'avantage de ça ? C'est qu'on va avoir une classe facile à utiliser, puisqu'on va présenter peu de choses à l'utilisateur, les choses dont il a besoin, et tout ce qui est technique, c'est caché. Pensez à la pédale de frein d'une voiture. La souplesse, comme le fonctionnement interne est caché, eh bien ce fonctionnement interne, on va pouvoir le modifier. Mais du point de vue de l'utilisateur, il n'y a rien qui changera. L'utilisateur verra toujours une interface épurée. Et comme ce qui se cache par derrière, il n'y a pas accès, si ça change, l'utilisateur n'y verra que du feu. Ça ne l'empêchera pas d'utiliser comme avant la classe. La fiabilité, c'est ce que je disais. En empêchant l'utilisateur d'accéder au code de la classe, eh bien, on l'empêche de faire des bêtises, de mal utiliser ce code, voire de le modifier, ce qui n'aurait pas de sens. Et puis enfin, on obtient généralement un code plus clair, puisqu'on va bien distinguer ce qu'on va offrir à l'utilisateur de ce qui doit être caché. Donc cette distinction des deux procure généralement un code mieux structuré, de meilleure qualité. Alors comment mettons en œuvre cette encapsulation des données ? Eh bien, pour chacun des membres, on va pouvoir dire quelle est sa visibilité à travers des qualificatifs de visibilité. Donc ça va permettre de dire si le membre, on le fait voir à l'utilisateur final ou pas. Alors dans ce cadre-là, on a 3 mots-clés en C#. Le mot-clé public. Donc là, ça veut dire que le membre, l'utilisateur de la classe le voit. Autrement dit, ça veut dire que ce membre, n'importe qui peut y accéder, même en dehors de la classe. Donc ça veut notamment dire que l'utilisateur final de la classe va pouvoir accéder à ce membre librement. On a un deuxième niveau d'accès qu'on verra plus tard, c'est le niveau d'accès protégé. On en reparlera quand on parlera d'héritage. Donc là, pour l'instant, je n'en dis pas plus. Et puis, le dernier niveau d'accès, c'est le niveau d'accès privé, mis en œuvre par le mot-clé private. Donc là, ça veut dire que le membre, on ne peut l'utiliser qu'à l'intérieur de la classe. Autrement dit, les membres à accès privé, l'utilisateur de la classe ne les voit pas. Et donc, il n'y a pas accès. Donc vous voyez, pour l'instant, on va jouer entre private et public pour dire si le membre est visible de l'utilisateur ou pas. Alors,
les qualificatifs de visibilité sont optionnels. Si on n'en met pas, eh bien, par défaut, le membre est en accès privé. Alors, un exemple tout de suite. Reprenons l'exemple de notre classe chat. Donc, la mise en œuvre la plus visible de l'encapsulation des données, c'est que tous les attributs sont en accès privé. C'est ce que je disais tout à l'heure. On évite à l'utilisateur d'accéder directement, là ici, aux attributs nom, âge et force, pour éviter qu'il mette là-dedans des attributs non valides. Je le répète, si l'utilisateur met la valeur -5 dans âge, c'est une valeur aberrante. Donc, généralement, les attributs sont en accès privé. Et puis, les méthodes, eh bien là, tout dépend. Est-ce que cette méthode miaule qui permet à un chat de miauler, est-ce qu'on veut offrir à quelqu'un qui crée un chat, eh bien, est-ce qu'on veut offrir la possibilité qu'il fasse miauler son chat ou pas? Donc là, évidemment, c'est le cas. Un utilisateur qui utilise la classe chat et qui crée un chat, eh bien, il est tout à fait logique qu'il puisse faire miauler son chat. Donc, vous voyez, là, ici, on a un accès public. Mais il se peut très bien qu'on ait des méthodes privées qui servent à l'intérieur de la classe pour faire des tâches données, mais qu'on ne veut pas offrir à l'utilisateur. Dans ce cas-là, on mettra privé là ici. Donc, pour les méthodes privé-public, ça dépend du cas de figure. Alors, parlons maintenant de constructeur. Donc, constructeur, on l'a dit tout à l'heure, c'est le petit bout de code qui va permettre de créer des objets de la classe, d'instancier des objets de la classe. Un constructeur s'appelle comme la classe. Si vous avez une classe voiture, le constructeur s'appellera voiture. Le constructeur va servir à l'utilisateur final pour créer des objets de la classe. Donc, un constructeur est forcément en accès public. Là, c'est logique. Donc, l'accès est public. Et puis, comme on va le voir très vite, eh bien, plusieurs constructeurs peuvent exister au sein d'une même classe. En effet, il peut y avoir plusieurs moyens, par exemple, de créer des chats, plusieurs moyens de créer des voitures. Donc, on peut avoir dans une classe chat plusieurs constructeurs qui s'appellent chats. Et donc, forcément, ils doivent se différencier soit par le nombre de paramètres ou soit par le type des paramètres. J'insiste, tous ces constructeurs vont s'appeler chats, il n'y a pas le choix. Et donc, eh bien, ils doivent se différencier par autre chose, le nombre ou le type des paramètres. Reprenons l'exemple de notre classe chat. Donc, vous voyez, là, ici, j'ai créé deux constructeurs. Constructeur en accès public, constructeur qui s'appelle comme la classe, chat. Et là, eh bien, un constructeur peut accepter des paramètres. Donc, avec ça, l'utilisateur de la classe va transmettre des informations au constructeur. Donc là, vous voyez, on a une classe chat qui possède deux attributs, nom et âge. Et donc là, on a un constructeur chat qui crée des chats nouveau-nés, c'est-à-dire avec un âge égal à 0. Donc, l'utilisateur doit fournir le nom du chat qu'il crée. Donc là, on a un constructeur qui ne prend qu'une chose en paramètre, le nom du chat. Et vous voyez, on affecte l'attribut nom. Donc, ce nom-là, c'est le nom là ici. Donc, on affecte l'attribut nom avec ce paramètre. Et donc, on met l'âge à 0. Donc, effectivement, la mission essentielle d'un constructeur, eh bien, c'est d'initialiser les attributs de l'objet qu'on est en train de créer. Donc là, j'initialise les deux attributs, le nom et l'âge du chat que je suis en train de créer. Et puis là, j'ai créé un constructeur chat qui crée des chats avec un âge donné. Donc là, forcément, l'âge du chat qu'on crée, je le passe en paramètres. Et donc, j'affecte mes attributs avec ces deux paramètres. Donc, vous voyez, deux constructeurs. Un constructeur qui crée un chat nouveau-né qui vient de naître, et puis un constructeur qui crée un chat avec un âge donné. Et tous les deux s'appellent chat. Comment crée-t-on un objet? Donc là, je suis à l'extérieur de la classe. Là, je suis autre part dans le programme. Je peux être par exemple dans le main. Et donc, je vais devoir créer une variable du type chat. Donc là, c'est le nom de la variable que je choisis librement. Toto, Titi, Raoul ou alors un chat. Là, c'est le type de données. La variable un chat est de type chat. Et puis là, ici, je vais créer mon chat. On a ici l'opérateur new qui permet de demander au système d'exploitation la mémoire nécessaire pour stocker l'objet chat en mémoire. J'appelle le constructeur qui s'appelle chat et là, je passe les paramètres. Donc là, vous voyez, j'utilise le constructeur qui ne prend qu'un seul paramètre. Donc,
eh bien c'est, si je fais un retour en arrière, c'est ce constructeur-là qui va être utilisé, le constructeur avec qu'un seul paramètre de type chaîne de caractères. Donc là, je suis en train de créer un chat avec un âge égal à 0. Et donc, ce chat, je le récupère dans un chat. Alors, comme on va le voir juste après, là-dedans, en fait, je n'ai pas l'objet proprement dit, mais j'ai l'adresse mémoire de l'objet. Autrement dit, la référence mémoire. Donc, un chat n'est pas strictement un chat. En fait, un chat, ça peut être vu comme un pointeur qui contient une adresse mémoire. Et à cette adresse mémoire-là, je vais trouver le chat que j'ai créé. Alors, ne vous effrayez pas par rapport à ceci. Vous verrez que le fait qu'on ait une référence mémoire dans un chat n'empêche pas d'utiliser facilement cet objet chat. Mais dans certaines opérations, il est bon d'avoir ceci en mémoire. Donc j'insiste, dans un chat, on a l'adresse mémoire du chat qui a été créé en mémoire. Alors une petite digression pour dire que si le programmeur n'a créé aucun constructeur dans la classe, il y a un constructeur par défaut qui existe et qui est fourni automatiquement par le compilateur. Donc c'est vraiment un constructeur tout bête, bas de gamme, qui ne fait juste qu'allouer la mémoire nécessaire à l'objet. Mais ce constructeur par défaut n'initialise aucun attribut. Donc vous voyez, ce constructeur par défaut fait vraiment peu de choses. C'est pourquoi on ne l'utilise jamais. Et donc, on va créer nos propres constructeurs qui, je le répète, vont notamment servir à initialiser les attributs. Donc, ce constructeur par défaut cesse d'exister dès que le programmeur a créé un constructeur de son cru, de sa création. Alors, redisons 2 mots de la gestion de la mémoire. Donc, je le répète, là ici, dans la variable un chat, en fait, j'ai pas véritablement un objet chat, mais j'ai l'adresse mémoire de la zone où est stocké mon chat. Ça peut avoir... alors, on pourrait se dire, oui, mais s'il y a de l'allocation mémoire, cette mémoire, il faut la désallouer. Donc, on pourrait se dire, le programmeur, à un moment donné, il faut qu'il pense à désallouer la mémoire qui a été allouée avec l'opérateur new. Alors, en C#, non. La désallocation, ce n'est pas le programmeur qui s'en occupe, c'est un composant qui s'appelle le ramasse-miettes. Donc, le ramasse-miettes, dès qu'il va voir qu'un objet donné ne comporte plus aucune référence, c'est-à-dire que dès qu'il va voir qu'il n'y a plus aucune variable qui pointe sur l'objet, le ramasse-miettes va désallouer la mémoire utilisée par l'objet. Donc, je le répète, le programmeur ne se soucie pas de la désallocation mémoire, c'est fait automatiquement par le ramasse-miettes. Alors, autre effet de cette gestion de la mémoire, donc là, vous voyez, je crée 2 objets de type cercle, un cercle avec un rayon égal à 5 et un deuxième cercle avec un rayon égal à 3. Je me dis, le contenu de cercle 1, je vais le copier dans cercle 2. Donc, je programme cette instruction-là. Alors, tout à fait valide, vous voyez. Cercle 2, j'affecte ce qu'il y a dans cercle 1. Mais là, attention, ce n'est pas de la copie de données comme on fait avec des variables primitives. Comme cercle 1 et cercle 2 contiennent des adresses, vous voyez, cercle 1, ça pointe finalement sur l'objet cercle créé en mémoire. Donc là-dedans, j'ai une adresse. Pareil pour cercle 2. Donc en tapant ça, l'adresse contenue dans cercle 1, je l'affecte à cercle 2. Ça veut dire que cercle 1 et cercle 2 contiennent tous deux la même adresse, l'adresse de ce cercle-là, de rayon 5. Donc vous voyez, là je n'ai plus qu'un seul cercle, mais auquel je peux accéder par l'intermédiaire de 2 variables. Donc il n'y a pas eu une copie comme avec des variables de type primitive. Là j'ai 2 variables qui pointent vers le même objet cercle. Et conclusion, ce deuxième cercle, très vite, va être désalloué par le ramasse-miettes, puisque le ramasse-miettes va s'apercevoir que là, il y a un objet cercle en mémoire qui n'est plus associé à aucune variable, donc le ramasse-miettes va supprimer ce cercle-là. Si on avait fait la même chose avec des types primitifs, donc là je crée 2 nombres
nombre 1 qui vaut 5, nombre 2 qui vaut 3. Si je fais ça, eh bien le contenu de nombre 1, je le mets dans nombre 2. Mais on a toujours deux variables distinctes. Et donc si je modifie nombre 1, eh bien je ne modifie que nombre 1. Nombre 2 est toujours indépendante. Hein, là, dans les variables, on a la valeur de la variable. Tandis qu'avec les objets, dans la variable qui représente l'objet, on a l'adresse mémoire. Donc attention, au niveau des affectations, les comportements ne sont pas du tout les mêmes. On approche de la fin de ce cours avec la notion de méthode. Donc on l'a dit, une méthode, c'est ce qui va permettre à nos objets de faire des actions. Une méthode, c'est comme un sous-programme, ça peut accepter des paramètres, ça peut renvoyer des valeurs de retour, comme les sous-programmes qu'on a vus un peu avant. Et puis bien entendu, quand un objet appelle une méthode, il n'y a que cet objet-là qui est concerné. Si vous avez un de vos objets chat qui miaule, eh bien il n'y a que lui qui miaule. Les objets chat les autres objets chat que vous avez créés par ailleurs ne sont pas concernés. C'est pas parce que vous faites miauler un chat que tous les autres objets chats vont miauler aussi. Alors, reprenons notre classe chat. Vous voyez, là ici, j'ai une méthode miaule qui permet à un chat de miauler. Donc, je modélise ça par le fait que j'écris miaou à l'écran. Donc là, vous voyez, on a une méthode miaule qui ne prend pas de paramètres. En effet, il n'y a pas d'informations à recevoir de la part de l'utilisateur. Cette méthode ne fait que de l'affichage. Donc, vous voyez, il n'y a pas de valeur de retour. Donc, on retrouve le mot-clé void. Et puis, la méthode est d'accès public. Donc, j'estime que tout créateur de chat peut faire miauler son chat. Donc, accès public. Une autre méthode mange, donc qui permet à un chat de manger. Donc, là aussi, l'accès est public. J'estime que quelqu'un qui crée un chat a le droit de faire manger son chat. Et là, attention, l'utilisateur doit dire ce qu'il veut faire manger à son chat. Alors, en effet, si la nourriture est une souris, eh bien, ça apporte 2 points de plus de force au chat. Tandis que si le chat mange autre chose, par exemple un oiseau, eh bien, ça ne lui rapporte que 1 point de force. Donc, vous voyez, là, ma méthode a besoin d'une information de la part de l'utilisateur, c'est ce que le chat va manger. Et on a une méthode qui ne retourne rien. Donc là, c'est un cas tout à fait classique. Les méthodes, généralement, modifient la valeur des attributs. Là, vous voyez, en mangeant, eh bien, mon chat acquiert de la force. Donc, l'attribut force est incrémenté de 1 ou de 2. Tout à l'heure, on a vu de la surcharge de constructeurs. Ça veut dire qu'on pouvait avoir plusieurs constructeurs qui avaient le même nom. Eh bien, pour les méthodes, c'est pareil. On parle dans le jargon de polymorphisme. Donc, plusieurs méthodes peuvent avoir le même nom. Donc là, vous voyez, j'estime qu'un chat peut miauler de différentes façons. Soit en poussant une fois le cri miaou, soit en poussant plusieurs fois le cri miaou. Donc, j'ai une méthode miaule qui ne prend pas d'argument. Dans ce cas-là, mon chat fait une fois miaou. Et puis là, vous voyez, j'ai introduit une deuxième méthode miaule. Donc, les deux méthodes s'appellent miaule. Et là, par contre, l'utilisateur doit dire combien de fois le chat va faire miaou. Et donc, vous voyez qu'une boucle for, on va afficher plusieurs fois de suite miaou à l'écran. Alors, il est tout à fait logique que les deux méthodes aient le même nom, puisque dans les deux cas, il s'agit de miauler. Donc, que les deux méthodes aient le même nom, c'est tout à fait logique. Sauf que y a deux manières de miauler. Donc, deux méthodes différentes. Et là aussi, elles doivent se distinguer soit par le nombre des paramètres, ou soit par le type des paramètres. Et donc, comment demande-t-on à un objet d'appeler une méthode? Donc là, vous voyez, j'ai créé mon chat. Et si je veux que mon chat miaule, eh bien, on a l'opérateur d'accès point. Un chat.miaule. Eh bien, je demande à mon objet chat, un chat, d'appeler la méthode miaule de sa classe. Alors, on a vu à l'instant que effectivement la classe chat avait une méthode miaule, que cette méthode était d'accès public. Donc, le chat que j'ai créé là peut appeler la méthode miaule. Alors, j'insiste, un chat ne peut appeler que les méthodes de sa classe. Si vous avez une classe chien qui a la méthode aboie, eh bien, un objet de la classe chat ne peut pas appeler la méthode aboie. Un chat pour aboie, ce serait refusé par le compilateur. Un objet d'une classe ne peut accéder qu'aux méthodes de sa classe. Et donc ça, c'est super important parce que ça permet de bien structurer le code. On a des parties de code qui ne vont
auquel on ne va pas pouvoir accéder parce que c'est dans une autre classe et parce que ça ne nous concerne pas. Donc vous voyez, ça peut éviter des erreurs au niveau de l'utilisation du code. C'est l'un des gros points forts de la programmation objet. Donc notation point qui permet à un objet d'appeler une méthode de sa classe, un chat.miaule. Voilà qui termine cette introduction à la programmation objet en langage C#. Comme on dit, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pointé vers le haut. Merci de votre attention, au revoir et à bientôt.